Bonsoir et bienvenue, ça vous regarde en direct. Notre grand témoin ce soir est l'auteur de la première histoire européenne du djihadisme. Bonsoir Hugo Micheron. Bonsoir. Et merci d'être là. La colère et l'oubli chez Gallimard, les démocraties face au djihadisme européen. C'est un livre extrêmement fouillé, alarmant aussi, que vous venez de publier. Allemagne, Danemark, France, Belgique, Royaume-Uni. C'est autant une histoire qu'une géographie, on y reviendra, sur le djihadisme qui ne se réduit pas aux attentats. Vous nous direz pourquoi, malgré les flux et les reflux, eh bien ce djihadisme est toujours là, tapis dans l'ombre. On y revient longuement dans la deuxième partie. Mais on commence ce soir par cette question: jusqu'où ira la violence en politique? Le maire de Saint-Brévin, poussé à la démission, est sorti du silence. Aujourd'hui, il dénonce, je cite, un attentat contre lui et met en cause l'État qui ne l'a pas protégé. Des violences qui s'ajoutent à l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. C'était lundi soir à Amiens. Violence inacceptable auquel on s'habitue. C'est sans doute une partie du problème. Alors quel sursaut possible et qui sont les responsables? Grand débat dans un instant avec mes invités sur ce plateau. Avant de retrouver à 20h15 nos affranchis pour leur parti pris. Et puis Bourbon Express, l'histoire du jour, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Voilà pour le menu, vous me suivez? Hugo Micheron, ça vous regarde, c'est parti. Il est devenu le visage de la violence faite aux élus. Yannick Morey, le maire de Saint-Brévin, poussé à la démission après l'incendie d'une partie de sa maison, menacé, intimidé par l'extrême droite. Il dénonce un manque de soutien de l'État devant les sénateurs aujourd'hui et il est ce soir reçu par Elisabeth Borne à Matignon. On va donc revenir sur cette violence contre les politiques après le tabassage aussi du petit-neveu de Brigitte Macron lundi soir. 2265 agressions et menaces contre les élus recensées par le ministère de l'Intérieur en 2022. Bonsoir Sabrina Agresti-Roubache. Bonsoir. Ravie de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Vous débattez ce soir avec deux de vos collègues. Paul Vanier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, député La France Insoumise du Val d'Oise et membre de la NUPES. Bonsoir Julien Audoul. Bonsoir. Bienvenue député Rassemblement National de Lyon. Enfin bonsoir et bienvenue Antoine Oberdorf. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes journaliste à La Croix et vous avez enquêté à Saint-Brévin. Vous avez rencontré tous les acteurs, le maire, mais pas seulement, on va y revenir dans le détail. Vous signez un grand papier aujourd'hui sur les maires menacés, agressés, mais qui tiennent bon, malgré tout ce qu'ils vivent. Hugo Micheron, en tant que citoyen, évidemment, cette violence nous interpelle. Alors n'hésitez pas à intervenir ou même à questionner nos invités. On va commencer par revenir sur les faits de Amiens à Saint-Brévin. Il a 200 secondes, c'est un défi. Le chrono de Blacko. C'est parti. Bonsoir Stéphane Blatowski. Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et tous. Alors, ces violences. Alors, si on peut commencer par une chanson, je vais peut-être citer deux vers de Brassens qui dit « Le pluriel ne vaut rien à l'homme et sitôt qu'on n'est plus de 4, on est une bande de cons ». Donc hier soir, ils étaient carrément 10 à frapper Jean-Baptiste Trogneux au sol. Donc vous imaginez un peu le niveau de conneries qui régnait dans cette petite bande. D'ailleurs, 3 d'entre eux vont dormir en prison ce soir. Alors, dans la classe politique, évidemment, personne n'a pris la défense des agresseurs, mais j'ai trouvé que le tweet de Jean-Luc Mélenchon était assez révélateur. Au-delà du ton un peu méprisant pour le chocolatier Trogneux, ce qui est frappant, c'est que ce qui lui tient à cœur dans son tweet, c'est surtout de revendiquer pour lui aussi le rôle de victime de violence. Simplement, il dit que lorsqu'on agresse les insoumis, eh ben, on n'en parle jamais. Donc c'est un peu de la rhétorique de cours de récré, c'est pas moi, c'est lui. Donc la gauche dit que la violence vient de l'extrême droite et la gauche dit bah non, pas du tout, ça vient de l'ultra-gauche. Alors de ce point de vue, le témoignage du maire de Saint-Brévin était intéressant ce matin devant le Sénat, parce que lui, il a clairement été victime d'une attaque de harcèlement venue de l'extrême droite. Et pourtant, il met l'extrême droite et l'ultra-gauche dans le même sac. Parce que selon son expérience, quand les fachos se mobilisent, eh ben, l'ultra-gauche n'est jamais très loin, on l'écoute. 250 personnes sont venues, ont bloqué la ville, les commerces, ont créé également des dégâts, puisque bien entendu, qui dit manifestation d'extrême droite, vous avez en face l'ultra-gauche également qui appelle à venir, tout simplement pour se taper dessus. Alors, vous voyez que dans son cas, il ne met pas le tort uniquement d'un côté. Pourtant, à Saint-Brévin, c'est clairement l'extrême droite qui a mené une action contre le CADA, c'est-à-dire le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Et après tout, pourquoi pas? Parce que c'est assez efficace, ce type de mobilisation. Je vais vous citer un cas qui est arrivé dans les Côtes-d'Armor d'une commune qui s'appelle Calac, où le maire a renoncé à un projet donc, de centre d'accueil sous la pression du harcèlement parce qu'il y avait des menaces de mort, des menaces de viol contre son conseil municipal. Et curieusement, Éric Zemmour était très satisfait. Il a même félicité les militants
militants qui avaient mené cette bataille. Donc, de ce point de vue-là, sachant que l'extrême droite était arrivée à ses fins à Callac, on aurait pu se penser que l'État aurait pris ses précautions pour que ça n'arrive pas à nouveau à Sabrévin. Ça paraît assez logique, d'autant que c'est l'État qui a imposé, qui a décidé d'installer ce centre d'accueil dans la commune et pas le maire Yannick Morez. Eh ben, pas du tout. Parce que quand Yannick Morez, avant que sa maison soit incendiée, a fini par obtenir un rendez-vous avec le sous-préfet et un responsable de la gendarmerie et qu'il a fait preuve de part de ses craintes, voilà ce qu'on lui a répondu. Le sous-préfet nous a tout simplement dit, mais les menaces, mais vous savez, moi j'en ai tous les jours des menaces. Voilà. Le commandant de gendarmerie, vous savez, c'est pas grand-chose, ce sont simplement des menaces, voilà, c'est de l'intimidation, ça ne sert à rien de déposer plainte, de toute façon on ne fera rien, c'est la liberté d'expression. Alors en ce moment, vous savez bien que des gens qui s'inquiètent pour l'avenir de la démocratie, c'est vraiment pas ce qui manque. Hein. Il y a des tribunes plein la presse, des grands discours en veux-tu, en voilà. Donc le maire de Saint-Brévin, il n'a peut-être pas l'éloquence de tous ces grands penseurs, mais simplement il a pour lui la sincérité. Et lui, quand il s'inquiète pour l'avenir de la démocratie, c'est vraiment quelque chose de très concret. Hein. Il va pas chercher très loin, il se dit mais si on n'arrête pas la violence très rapidement en politique, mais comment on va faire pour avoir des candidats aux municipales en 2026? On écoute. Et on s'aperçoit qu'également dans plein de petites communes, et je vois à mon niveau de mon interco, beaucoup de petites communes n'avaient qu'une liste. Hein. Il y a même une commune, le Corset, qui est juste à côté de Saint-Brévin, où la liste, elle s'est vraiment faite 3 jours avant le dépôt. Hein. C'était vraiment... Donc en 2026, qu'est-ce qui va se passer, hein? Donc c'était touchant, intéressant d'entendre Yannick Morez ce matin, mais je vous rappelle que c'est juste un cas, que le nombre de violences contre les élus a augmenté 32% oui. En 2022, donc il y a vraiment un débat et surtout des solutions à trouver. Eh ben, on va essayer peut-être à notre humble niveau. Merci beaucoup Stéphane. On va commencer par ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Sabrina Agresti-Roubache, bon, c'est une affaire gravissime. Qu'est-ce qui est le plus grave dans cette affaire selon vous? Est-ce que c'est que l'extrême droite, d'une certaine façon, soit parvenue à ses fins avec cette démission du maire? Ou est-ce que l'État, cette faillite de l'État, n'est pas à mettre en cause? Les deux, clairement, puisque bon, moi... Ceux qui me connaissent un petit peu, je suis pas du genre Vous déminez? Non, c'est pas que je démine. À un moment donné, quand vous avez un sous-préfet qui vous répond, vous savez, moi aussi, on a des menaces, c'est rien, non, c'est pas rien. Parce que les mots se transforment en actes. La réalité, c'est que ce qui s'est passé à Saint-Brévin, c'est qu'on a un maire menacé, on le savait puisqu'il l'a expliqué, hein, moi je l'ai suivi. On ne voulait pas de ce CADA, donc de ce centre d'accueil chez lui, on le lui a fait savoir. Il a été menacé, les gens ont été intimidés, et qu'est-ce qui s'est passé? Comme maintenant le mode de fonctionnement, en fait, en gros, être violent, se balader, aller dire Macron on va te décapiter. Ça paye. Oui, non mais c'est pas ça. C'est que pour des gens structurés, ça reste des mots. Pour des gens un peu moins structurés, ça devient des actes. Mais quand vous dites le sous-préfet n'était pas à la hauteur, oui. Le sous-préfet c'est l'État. C'est l'État, non mais moi j'ai pas de mal, voilà. Puisque c'est lui qui le dit. Le procureur de la République qui répond pas, ou à la dernière minute quand c'est trop tard, c'est moi je reprends cet homme, il faut rappeler que l'indemnité pour les petits maires, dans les petites communes, sont très très faibles. Donc, et je l'ai toujours dit, vous voulez faire de l'argent, vous faites plus de politique, vous faites pas de politique, surtout pas vous fuyez. La chose c'est que c'était un vrai engagé, moi j'ai répondu, je vous dis, j'ai fait donc il faudra tirer les leçons, y compris des sanctions. J'ai fait une interview la semaine dernière où je disais, moi je me suis posé la question, qu'est-ce que moi j'aurais fait si on s'en était pris à ma famille? Eh bien j'aurais fait exactement comme lui. Exactement comme lui, j'aurais pris mes affaires, j'aurais pris ma famille et je me serais barré. C'est ça que j'aurais fait. Et la réalité, c'est que quand il parle, écoutez ce qu'il dit, l'extrême droite, l'extrême gauche vient, mais pas pour dire on veut le CADA ou on veut pas le CADA, c'est pour en découdre, pour faire la même, c'est-à-dire pour répondre à la violence par la violence. Moi qui suis née dans un milieu violent, je suis née dans l'un des quartiers les plus pauvres, je sais ce que c'est d'avoir un corps avec des balles de Kalachnikov, ça je sais. Et quand je vois qu'il y a des élus qui trouve ça super drôle, c'est guignolesque, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. Parce que certains ont la structure intellectuelle, encore une fois, pour dire c'est drôle, on fait du guignol, on fait pas du guignol, on boule des effigies. Mais pour des gens moins structurés, il se passe ça. C'est ça qui se passe. Et un jour, et je l'ai dit, je l'ai écrit il y a 2 ans, dans mon livre, je l'ai écrit, il va arriver un drame. Il va arriver un drame. Julien Audoul, Marine Le Pen, elle a condamné les intimidations de l'extrême droite contre le maire de Saint-Brévin. On vous a quand même reproché au Rassemblement national de ne pas vous être levé ou pas tous levé. Vous vous souvenez, c'était la semaine dernière dans l'hémicycle. C'était à tout le moins une maladresse. Vous le regrettez, ça? Non mais on parle de quoi véritablement? On parle d'atteinte contre la démocratie, on parle de violence, on parle de menaces contre des élus.
Ce qui s'est passé à Saint-Brévin, c'est gravissime. Moi, je suis très inquiet de ce climat aujourd'hui qui vise à la fois nos institutions, qui vise les responsables politiques, qui vise aussi, puisqu'il faut en parler, il y a un ensauvagement qui gangrène la société française. Là, on parle de la violence contre les élus. Là, c'est l'extrême droite qui est à l'origine de ces lynchages, notamment sur les réseaux sociaux, encore une fois, du maire et d'une partie de sa famille. Madame Ankawa, je ne suis pas d'extrême droite, c'est ça que vous voulez me dire. Voilà. Non, ce sont les faits. Non, mais je préfère que ce soit très clair. Nous condamnons tous les groupuscules, quels qu'ils soient d'extrême gauche, qu'ils soient d'extrême droite, qu'ils soient d'extrême centre, qui agitent et qui font de la violence leur seul programme politique. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat public possible. Je rappelle que la démocratie, c'est la confrontation des idées, idées et des convictions. Ce symbole, la représentation nationale devait se lever. C'est un fait aussi que le Rassemblement national ne s'est pas levé. Ça, vous le reconnaissez? Est-ce que vous le regrettez? On ne va pas passer le débat là-dessus, croyez-moi. Il y a une manie depuis quelques mois, quelques semaines, qui est une dictature du assis debout, pour déterminer qui est dans le camp du bien, qui applaudit, qui se met debout, qui est dans le camp du mal, qui décide de renoncer à se plier à cette dictature. Voilà. Encore une fois, les responsables... Non mais, excusez-moi, on ne va pas s'attarder sur ça. Oui, alors justement, les élus du RN... C'est l'État, déjà. L'État qui a abandonné ce maire. L'État qui a abandonné ce maire. Comme l'État aussi, et comparaison n'est pas raison, avait abandonné un professeur de la République qui ensuite a été décapité. Il faut s'en rappeler. C'est l'État qui est responsable. Alors attendez, parce que c'est pas exactement les mêmes affaires. Qui ne remet pas l'ordre et l'autorité partout. Dans le cas, il y a un mort, c'est le rôle du gouvernement, très clairement. Et puis ensuite, les élus du RN ont manifesté, Monsieur Odoul, contre l'installation de cette CADA, ce centre d'accueil demandeurs d'asile, absolument, qui va donc être transféré pour l'heure. C'est pas changé ce projet près d'une école. Là encore, ça n'a pas alimenté le fait que, notamment, il y a un conseiller, un élu départemental, un représentant départemental du RN qui était dans ces manifs, sachant qu'il y avait déjà pas mal de tensions. Ça, vous l'assumez complètement. Non, mais il faut distinguer le débat démocratique. Moi, je suis extrêmement opposé à l'accueil de migrants et l'installation de centres de demandeurs d'asile. Pour autant, je condamne de la manière la plus ferme toutes les agressions physiques, toutes les intimidations qui n'ont pas leur place en démocratie. Mais je vais vous dire, encore une fois, si vous assimilez et si vous criminalisez l'opposition démocratique sur des convictions, on peut être opposé à l'installation d'un projet éolien. C'est très clair. Donc vous condamnez par exemple riposte laïque, opposé à l'installation d'un méthaniseur. Qui est aussi à l'origine des intimidations, riposte laïque, vous condamnez. Mais bien évidemment, elles n'ont pas leur place en démocratie. En revanche, le débat politique, il doit avoir lieu. On peut être opposé à l'immigration massive, on peut être opposé à cette politique. Mais la fin ne justifie pas les moyens. On est bien d'accord là-dessus. Qui a des effets aussi détestables. Paul Vannier, on va revenir sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, mais on reste sur Saint-Brévin d'abord. De quoi cette affaire est-elle le nom, selon vous? Je voudrais d'abord réagir au propos de mon voisin. Il y a des mots, il y a des déclarations, M. Odoul vient d'en faire. Puis il y a des actes. Mardi dernier, à l'occasion des questions au gouvernement, à 4 reprises, des questions ont été adressées à la Première ministre sur la situation de ce maire. À 4 reprises, tous les groupes de l'Assemblée nationale se sont levés pour rendre hommage à ce maire, sauf un, le Rassemblement national. Et s'il ne l'a pas fait, ça n'était pas pour ne pas céder à une prétendue dictature. C'est parce qu'il est embarrassé, le Rassemblement national. Et pourquoi l'est-il? Parce que ce sont ses amis. Ce sont des militants, des responsables, vous l'avez dit, du Rassemblement national, de Reconquête, qui ont manifesté, on pourra interroger ce terme, Hubert Collard, notamment, est aussi à l'origine, mais c'est plus le Rassemblement national, c'est Reconquête de ce maire, et qui ont participé d'un climat détestable, insupportable, qui est à l'origine ensuite de l'incendie de son domicile et du fait qu'il démissionne et du fait que sa famille se retrouve dans cette situation qui est intenable. Je rappelle que c'est un maire d'hiver droite pour nos téléspectateurs. C'est bien de le préciser malgré tout. Ça ne change rien au sujet. Et à la première responsabilité, c'est celle-ci, c'est celle de l'extrême droite. Et on voit que le Rassemblement national, il accompagne cette violence parce qu'au fond, il refuse de la condamner. La deuxième responsabilité, ça n'est pas celle de l'État, c'est celle de ceux qui le dirigent, c'est celle du gouvernement. C'est le gouvernement qui d'abord n'a rien dit. Et il n'a pas rien dit pendant quelques heures, pendant quelques jours. Il n'a rien dit pendant 6 semaines. Je rappelle que quand M. Éric Zemmour a été agressé dans la rue, dans le contexte de la dernière campagne présidentielle, en moins de 24 heures, le président de la République, Emmanuel Macron, l'appelait pour lui manifester son soutien. Là, nous avons un maire dont la vie et la famille sont menacées, qui est laissé seul. Mais bien sûr, je le reprends, mais ce n'est pas l'argumentaire de Jean-Luc Mélenchon, ce sont des faits, et je crois que ça doit nous alerter. Parce que quand on laisse un élu de la République seul ainsi, quand ensuite on va banaliser ce qui s'est passé, je pense à la première réaction de la Première ministre qui a euphémisé la responsabilité de cette violence, on nourrit un climat
qui ne désigne pas les responsables de la violence et qui ne permet pas donc de combattre la violence et de protéger nos élus. Donc si nous voulons être conséquents, il faut à la fois condamner l'extrême droite et interpeller le gouvernement, ce gouvernement qui a fait la preuve de sa défaillance républicaine. Bon, on va revenir, vous allez répondre. Qui nourrit la violence, la conflictualité dans la société, parfois même dans l'hémicycle? On va y revenir. J'aimerais essayer de comprendre avec vous, Antoine Oberdorf, ce qu'il s'est passé très concrètement sur le terrain. Vous l'avez suivi, ce maire, bien avant cette décision de démission. Expliquez-nous. Tout à fait. Dès le mois de décembre dernier, je crois qu'il faut bien comprendre la mécanique de violence qui s'est mise en place à Saint-Brévin. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait déjà un cadre existant à Saint-Brévin depuis 2016, qui comptait une 50aine de migrants pour lesquels aucun fait de délinquance ni de problème dans la commune n'avait été constaté. Cette cité balnéaire était parfaitement paisible. Et voilà donc que le déménagement et l'extension de ce centre d'accueil des demandeurs d'asile, qui devait alors accueillir à côté d'une école, il est vrai, 110 demandeurs d'asile, suscite l'inquiétude de quelques parents d'élèves de l'école de la Pierre-Attelée. Ces parents se rendent très rapidement compte que, ils n'auront pas gain de cause dans la commune s'ils ne font pas appel à des renforts. C'est là qu'ils se tournent vers, effectivement, des renforts politiques qu'ils savent acquis à leur cause. En l'occurrence, le délégué départemental du Rassemblement national, vous l'avez dit, Gauthier Boucher, de Loire-Atlantique, et également des élus Reconquête, en particulier le candidat aux législatives Bernard Jamin, qui avait écrit un livre au titre plutôt éloquent, Calac, la mère des batailles. À partir de là, se met en place une escalade dans la sémantique et la rhétorique employée, et dès la première manifestation du mois de décembre, j'entends à la tribune, dans cette manifestation effectivement parrainée par Gilbert Collard, des personnalités issues de groupuscules d'extrême droite, des propos de type « Nous ne voulons pas, à côté de notre école, pardonnez-moi l'expression, d'un CVC, Centre de viol collectif ». Voilà la tonalité des propos dès le mois de décembre dernier. S'ensuit effectivement des carences et des défaillances manifestes dont le maire de Saint-Brévin a fait état de la part des autorités, de la sous-préfecture. dont il n'a pas, dans la sous-préfecture de Saint-Nazaire, en effet, dont il n'a pas reçu le soutien qu'il aurait espéré. Une gendarmerie qui a probablement à un certain moment minimisé l'étendue des menaces. Et on en arrive à la situation d'aujourd'hui. Pour vous, il y a quand même une porosité, pour bien comprendre, entre le Rassemblement national dans la manifestation et ce continuum de violence ou pas? Écoutez, les propos qui sont tenus sur scène, tels que l'expression odieuse que je vous ai rapportée, n'ont pas été prononcés par Gauthier Boucher. En revanche, ce que je peux dire, c'est que ce jour-là, à côté donc de ce futur CADA, Gauthier Boucher monte sur scène et dit qu'effectivement, il appuiera l'opposition à ce CADA aussi longtemps qu'il le faudra. Par la suite, consigne a été donnée au Rassemblement national, il est vrai, il faut être honnête sur ce point, de se désengager et de préconiser l'issue d'un référendum local, qui semblait être une des solutions pour sortir par l'eau de cette spirale de violence. Mais c'est dans un second temps. Et le climat était installé, climat qui a pesé sur le maire de Saint-Brévin, mais aussi sur sa famille. Donc, ce soir, il est à Matignon. Manifestement, il ne reviendra pas sur sa décision. Mais je la comprends. Le centre d'accueil, vous êtes élu de la République. Il doit être transféré près de cette école. C'est une forme de nécessité maintenant politique plus que jamais. Mais je vais vous répondre. Tout à l'heure, on a eu un débat sur la justice. On nous disait qu'il manque des places de prison. 10 000 places de prison prévues sur... donc c'est le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui l'a annoncé. Bon. Vous savez que pour avoir des places de prison, il faut l'accord des maires. Donc tout le monde veut des places de prison en plus. Mais les élus locaux n'en veulent pas. Quel parce que personne veut une prison à côté de son école, à côté de son collège, à côté de sa maison. Personne. Donc, si vous voulez, c'est insoluble. Quand je dis insoluble, comme ça, a priori, moi, je pense qu'il y a un travail. Mais là, ce projet, il était partagé quand même par les habitants. Il n'a pas fait ça dans son coin tout seul, le maire. Absolument. Mais l'idée du référendum, ça, je l'avais lu. Mais la chose est que le maire a décidé de consulter. Il a aussi des obligations. Et puis, après tout, il a aussi été élu de manière démocratique pour faire des choses ou pas. Il n'est pas obligé en tant que maire de consulter la population une fois qu'il a été élu, je veux dire. Moi, ma réponse à tout ça, c'est que il va falloir, ou on change de doctrine, ou je le redis, il va arriver un drame. C'est quoi la doctrine? C'est de renforcer la sécurité sur les élus. Pourquoi je dis sur les élus? C'est que on a tellement tout banalisé. Une effigie du président de la République brûlée, c'est rigolo.
D'accord, ils trouvent ça drôle. Il y a des gens qui trouvent ça drôle. Ils se lèvent le matin, ils vont brûler une effigie, ils trouvent ça rigolo. Je leur demande si tu vois ta mère ou ton père ou ta femme ou ton enfant brûler en effigie, est-ce que c'est guignolesque? Non. C'est très très grave. La chose, c'est que je pense que nous ne pouvons plus être des élus comme les autres. On a l'impression que vous avez peur vous-même. Non, moi j'ai pas peur, parce que, alors, je vais vous dire, j'ai pas peur. J'ai été agressée pendant ma campagne, je me suis défendue, et on m'a reproché de m'être défendue, et l'affaire a été classée sans suite. Vous imaginez? J'ai été agressée, je suis une femme, j'avais fait affaire à un bonhomme de 2 mètres, qui pesait 120 kilos, et c'est moi sur les réseaux sociaux qui ai été la cible d'un député LFI, pas M. Vanier bien sûr, m'a mis une cible sur le dos la semaine dernière. J'ai reçu plein de menaces de mort sur les réseaux. Je ne regarde pas les réseaux sociaux. De quoi vous parlez? Non, je parle de l'attaque sur les réseaux sociaux d'Aymeric Caron. Le truc, c'est que vous venez de dire que Aymeric Caron vous avez menacé de mort. Vous vous rendez compte de là, vous faites l'illustration d'une sorte de surenchère. Alors attendez, parce que tout le monde n'a pas suivi. Moi, je n'ai pas suivi, en tout cas, je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que tout est banalisé. Maintenant, on met quelqu'un en cible, c'est-à-dire on le jette en pâture sur les réseaux sociaux, et tout le monde trouve ça normal. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas banal. Attaquer ad nominem quelqu'un, un élu, surtout quand on est soi-même un élu, c'est pas normal. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Parce qu'il faut bien dire que les menaces, elles touchent tous les élus, quelle que soit l'étiquette. C'est pas la peur. C'est que je vous dis, je l'ai dit il y a 2 ans, je le vois chaque jour, et allez parler avec tous les élus locaux, bien sûr, mais on n'a pas peur pour nous. On a peur pour nos familles, évidemment. Et ce qui va se passer, c'est une démission collective, c'est que tout le monde va dire, bon écoutez maintenant, reprenez l'écharpe, faites comme vous voulez, et trouvons tout ça drôle, marrant, c'est pas grave. Paul Vannier, vous êtes à la fois menacé vous-même, ciblé, différents bancs de l'hémicycle, et puis vous êtes aussi responsable. Paul Vannier, à la France Insoumise, on a théorisé la conflictualité dans l'hémicycle comme une forme de catalyseur de cette violence dans la société. Non. Est-ce que tout ce qu'on a pu entendre, je vous pose la question, de violents, et c'est pas moi qui le dis, dans l'hémicycle, des bancs des Insoumis, pendant la réforme des retraites, est-ce que pour vous, ça nourrit cette violence, ou est-ce qu'au contraire, ça la catalyse? En l'occurrence, si vous le dites, vous reprenez ces arguments. Mais quand nous parlons de la conflictualité, des arguments. La politique, elle est le lieu, en effet, de l'opposition des arguments. Aurélien Saint-Toul qui dit assassin, et d'ailleurs, il va y avoir un problème. D'ailleurs, lui-même, et vous le savez, il s'est excusé. Oui. Mais d'ailleurs, le terme qu'il a employé, y compris un syndicaliste comme Bernard Thibault, quelques semaines plus tard, a indiqué qu'il pouvait comprendre ce qu'exprimait ce mot mal choisi à propos des morts au travail, qui se comptent par dizaines et dizaines dans notre pays. Parce qu'il y a une difficulté, c'est d'abord, on mélange tout. Vous l'avez fait, chers collègues. Vous avez mélangé beaucoup de situations, vous avez fait des évocations qui ne sont pas claires. Vous avez mélangé la confrontation des arguments et la violence physique qui est absolument condamnable et qui ne doit jamais être acceptée et tolérée. Donc d'abord, il ne faut pas tout mélanger. Et je ne mélange rien. Mais si, je crois que vous l'avez fait. Et puis moi, je vais vous dire, la solution, c'est plus de démocratie. Notre pays est malade de ces institutions, celles de la Ve République, qui sont bloquées. On le voit, mais on en fait d'ailleurs ici collectivement, je pense, l'expérience quotidienne. Elle ne marche plus. Y compris, on a une assemblée qui est inédite dans sa composition, dans son fonctionnement, mais c'est bloqué. Ça ne marche plus. Les aspirations du peuple français, aussi diverses qu'elles soient, ne sont plus traduites par le mécanisme de nos institutions. C'est l'urgence. L'urgence, elle est dans une refondation complète de nos institutions qui redonne du pouvoir, qui redistribue le pouvoir. Avec la révocation des élus, vous pensez que ça ne va pas alimenter la violence? Avec le référendum, en tout cas avec le fait de confier au peuple français le soin, par une constituante, en effet d'en délibérer, en effet de confronter des arguments et de choisir des institutions revigorées qui nous permettent de sortir de cette nasse. Parce qu'en effet, l'heure est grave et nous disons plus de démocratie, plus d'arguments, plus de solutions raisonnables et raisonnées pour trancher les grandes questions qui se présentent. Alors, avec tous les Julien Audoul, sur le recours au peuple, ça vous êtes d'accord avec la France Insoumise, j'imagine? Il faut plus de démocratie pour revenir. On est totalement hors sujet. Alors qu'est-ce que vous proposez pour essayer d'apaiser? Et effectivement, pour l'apaisement, il y a 2 choses. La première, c'est éviter de jeter de l'huile sur le feu. Et la France Insoumise a la violence dans son ADN. L'expression politique de la France Insoumise attise la violence dans notre pays. Il faut le dire, il faut le redire. Encore une fois, le débat sur la réforme des retraites que nous avons vécu, j'allais dire subi,
a été un torrent d'injures, d'outrances, de violences. Et ça a des répercussions dans le pays, évidemment, sur des éléments les plus radicaux qui prennent ces mots pour argent comptant et qui vont s'en prendre ensuite, que ce soit à des militants, à des élus, à la famille de Madame Macron. Donc très clairement, il faut que ça s'arrête. Et que M. Mélenchon arrête de se jouer en petit Staline, en petit agitateur du peuple en permanence. Je rappelle qu'il avait quand même appelé à en découdre. Notamment entre l'extrême droite. Vous parlez du terme insurrection qu'il a utilisé le 1er mai, c'est ça? Contre la réforme des retraites. Rien en ce qui concerne M. Mélenchon. Mélenchon qui est un fauteur de troubles aujourd'hui, qui est un fauteur de troubles. Voilà. Aujourd'hui, la France insoumise, il faut le dire, porte une grave responsabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la dissuasion. La dissuasion pour tous ceux qui osent s'attaquer à nos institutions, à un élu ou plus généralement à nos concitoyens qui sont victimes d'une action. Vous renforcez les sanctions pénales ? Renforcer les sanctions et que les peines soient appliquées une bonne fois pour toutes. Quand on touche un cheveu... Mais elles sont appliquées quand les plaintes sont déposées. Non mais excusez-moi, elles ne sont pas appliquées parce qu'elles ne sont pas dissuasives. Et vous le savez très bien. Si je prends mon cas personnel, je pense que nous sommes tous responsables politiques et nous avons, que ce soit sur les réseaux sociaux, nous avons régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, des insultes, des menaces de mort. J'en ai eu un certain nombre. J'ai eu des agressions dans l'espace public, etc. Ça a été, la plupart du temps, classé sans suite. Voilà. Il faut qu'il y ait des suites, il faut qu'il y ait des sanctions qui tombent, et il faut une bonne fois pour toutes que les fauteurs de troubles à l'heure des réseaux sociaux, c'est très compliqué. Se disent que s'ils s'en prennent à un élu, ils seront punis. Justement, on va essayer de parler de l'autre affaire, puisqu'il y a ce télescopage aujourd'hui avec ce tabassage du petit-neveu Jean-Baptiste Trogneux d'Emmanuel Macron. Je vais vous montrer une vidéo qui circule sur TikTok, parce que ce nom-là, il existe, il est déjà ciblé depuis longtemps. Et c'est chocolaterie à la fois à Amiens, mais aussi au Touquet également. Regardez ce qu'on peut trouver sur TikTok. Jean-Michel Trogneux, voilà, ça c'est l'ultra-droite. Quand on écoute les spécialistes des réseaux sociaux, ils vous disent aujourd'hui que ce nom-là, de Trogneux, dans la fachosphère, chez les conspirationnistes, il est jeté en pâture chez les complotistes déjà depuis des mois. Comment on fait contre ça? Effectivement, cette rumeur transphobe, en l'occurrence à l'endroit de Brigitte Macron, que donc on a délibérément voulu faire passer pour un homme et surnommé donc Jean-Michel Trogneux du nom de son frère, elle court depuis des mois. Elle a été bien repérée par effectivement les observateurs du conspirationnisme en France, et elle accourt sur un certain nombre de plateformes d'extrême droite, de sites d'extrême droite. J'en tiens pour preuve, par exemple, le fait que cette information a été relayée par le site français de souche, F de souche. C'est la raison pour laquelle, effectivement, à Amiens, l'usine de la famille Trogneux a été prise pour cible avant même que Jean-Baptiste Trogneux n'ait été agressé par ce groupe de 8 individus. La lumière reste à faire sur cette question. Trois personnes sont en détention provisoire. Mais si je me place maintenant sur le terrain des solutions, Dominique Faure, la ministre déléguée chargée aux collectivités territoriales, va en faire justement des propositions. La création d'un centre d'analyse et de lutte contre les atteintes envers les élus. Ce n'est pas anodin parce que on voit bien la chaîne qui se dessine. Callac, Saint-Brévin aujourd'hui. On sent bien que ces groupes d'ultra-droite se sentent pousser des ailes. Demain, c'est peut-être Bélabre, dans l'Indre, dont le maire Laurent Laroche est particulièrement inquiet à cette heure. Et dont l'épouse même a déjà été prise. Pour des faits similaires pour l'implantation, effectivement, le vote par son conseil municipal de l'installation d'un centre d'accueil devant accueillir 38 demandeurs d'asile. Donc on voit bien la chaîne qui se dessine. Callac était la mère des batailles. Ça n'a pas vocation à s'arrêter dans l'esprit de ces militants d'ultra-droite. Par conséquent, un centre d'analyse de ce type aurait vocation, je parle au conditionnel, à cartographier
ce qui est l'itinérance de groupuscules d'extrême droite qui ne viennent pas à chaque fois des communes, parce qu'il faut bien le rappeler. De l'extérieur. Ce n'est pas les administrés toujours qui sont à l'origine des violences à l'endroit de leur maire. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et lorsque des projets impopulaires de CADA, mais ça peut être également des projets environnementaux, effectivement l'implantation des éoliennes, en l'occurrence les méga-bassines bien évidemment, eh bien lorsqu'il y a des projets impopulaires mais qui correspondent à une politique diligentée par les plus hautes autorités de l'État, eh bien ces maires attendent effectivement un soutien de la part des autorités. Paul Vannier, juste d'un mot sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Le chocolatier, franchement. Franchement quoi, exprimé. Vous trouvez ça approprié? Oui, je trouve que le tweet de Jean-Luc Mélenchon est tout à fait approprié parce qu'il nous dit une chose fondamentale, c'est que toutes les violences sont condamnables. Et quand Jean-Luc Mélenchon, élu à l'époque, candidat à l'élection présidentielle, est la cible pour la deuxième fois d'un projet d'attentat qui vise à le tuer, fomenté par un gendarme militant de l'extrême droite, il est insupportable d'apprendre qu'il n'a pas été informé et de ne voir aucune solidarité être exprimée à son égard. Parce qu'il faut exprimer de la solidarité pour le neveu d'Emmanuel Macron qui est la cible de violence, c'est inacceptable. Mais toutes les violences sont condamnables. Pourquoi cette ironie ? Pourquoi moquer Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il découvre, imaginez-le, c'est sa vie dont il s'agit, qu'il a été la cible d'un deuxième projet d'attentat qui vise à le tuer ? Pourquoi ironiser sur sa réaction? Et pourquoi se satisfaire du silence assourdissant? Parce qu'il n'y a eu, en dehors des rangs de la France Insoumise et de la NUPES, personne pour dire sa solidarité et pour condamner cette violence-là qui s'exerçait contre lui à l'époque. L'affaire Trogneux, il y a toujours un mais, c'est tout. Et on peut tout à fait distinguer les sujets, mais simplement pourquoi les mettre ensemble, c'est tout. À ce stade du débat, et puis on t'a terminé juste par un sujet, on n'aura pas le temps de réagir parce qu'on a préparé un sujet, parce que derrière tout ça, c'est évidemment le président de la République qui est visé. Ça n'a rien à voir, votre sujet, le djihadisme, mais on voit qu'il y a de la tension dans le pays, il y a de la tension entre les politiques, on sent bien que l'ultra-droite, l'ultra-gauche, tout ça se renvoie un petit peu la faute. Ce sentiment de violence, un peu de chaos, parfois, ça nourrit aussi d'autres violences qui nous regardent parfois. En fait, ce qui est étonnant, ce sentiment, alors peut-être... avec une forme de distance aussi, puisque je suis chercheur, mais pas commentateur politique, mais j'ai l'impression quand même qu'on parle d'un phénomène important qui est celui de la polarisation de la vie politique. Et cette polarisation, à un moment donné, produit de la violence. Et donc c'est de la violence verbale. Aujourd'hui, c'est de la violence physique de plus en plus. Mais l'enjeu central, c'est celui de la démocratie. Et de ce point de vue-là, je vois un certain nombre de convergences avec le sujet que je traite, qui est celui du djihadisme. C'est d'une part la déformation que produisent les réseaux sociaux, qui amplifient considérablement, à un moment donné, des phénomènes et qui permettent de diffuser des mots d'ordre, qui permettent de mobiliser un certain nombre d'individus qui, eux, soit sont prêts à tout, soit en tout cas sont des militants qui n'ont pas peur d'intimider par la violence. Et la violence produit des effets politiques très forts, que ce soit de l'autocensure, que ce soit à un moment donné une forme de distance avec un certain nombre de sujets. Mais l'enjeu central de tout ça, ça reste la démocratie. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention dans les commentaires à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors on me signale que malheureusement on n'a pas le temps de vous montrer le sujet parce qu'on va terminer par ce tour de table. Évidemment c'est la personne du président de la République qui est visée avec ce petit neveu de Brigitte Macron. Il y a une haine qui est totalement viscérale. On a comparé certaines images avec les prédécesseurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un cap qui est franchi ou finalement la violence contre le chef de l'État a toujours été là? La République soit détestée à leur époque. On se rappelle de Nicolas Sarkozy, on se rappelle de Hollande plus récemment, on se rappelle encore de François Mitterrand. Je dirais non, l'histoire, je pense, de la Ve République fait que, et je l'ai pareil, comme je l'ai écrit, je le redis, c'est aussi la fonction qui amène ça, selon moi. Sauf qu'on a changé d'époque. Ce que je crois, c'est qu'on a changé d'époque et que les réseaux sociaux ont, de manière viscérale, fondamentalement, changé le rapport à la violence. Les gens se pensent dans un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le réel. Vous pensez que le combat est perdu d'avance? Il y a des règles au niveau européen. Il y a des règles sur la haine en ligne, des lois qui ont été votées. C'est David contre Goliath? Mais ce que je crois, c'est la responsabilité des élus. Parce que quand on est élu, on ne peut pas se comporter comme un lambda. On ne peut pas, on a une trop grande responsabilité. Un mandat, c'est trop important. On ne peut pas dire la police tue. On ne peut pas dire minorer des choses. On est contre un CADA, donc on va tout brûler. C'est plus possible. Bon, est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, ce sera le mot de la fin. C'est ça le danger. Pour trouver des solutions en commun, est-ce qu'un consensus à l'Assemblée est possible pour, au fond, vous défendre presque physiquement, pour trouver devrait être naturel. Les bonnes mesures? Ça devrait être naturel. C'est notre bien commun, la démocratie, évidemment. Après, sur le président de la République, moi, je distingue totalement les attaques inqualifiables, innommables du comportement du président de la République, qui est le premier
à avoir eu une attitude maltraitante vis-à-vis de son peuple, et notamment le premier à insulter. Alors ça, c'est encore un autre débat. Régulièrement vous ouvrez en fin de débat. Les responsables de la violence, ce sont les violents. Et le rôle des responsables politiques, c'est d'apaiser. Et pour apaiser, il faut plus de démocratie. Et il faut redonner aux Français la clé pour refondre leurs institutions. Sinon, nous n'y arriverons pas, malheureusement. Allez, on va s'arrêter là. Évidemment, c'est un débat qui ne fait que commencer. On en est peut-être sur LCP à notre 5e débat sur la violence contre les élus. Cette affaire est grave, il faut en parler. On verra comment tout ça débouche concrètement ou pas. Merci beaucoup. Justifie la violence, je pense que ça doit être le dernier mot. Merci.